Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre 20h à la une ce soir. L'explosion d'une bouteille de gaz a pulvérisé un immeuble au quartier Mombele à Kinshasa. Le contact du feu avec une bouteille qui laissait échapper le gaz devant un entrepôt serait à l'origine. On compte de nombreux brûlés. À Goma, au Nord Kivu, la vie reprend timidement. Les banques et les commerces sont rouverts. L'armée et la police nationale sont placées à plusieurs coins de la ville pour assurer la sécurité. Ce matin encore, quelques mouvements ont été dispersés par les forces de l'ordre. La formation d'abord, les décisions après. Les conducteurs de motos s'attaquent aux mesures prises par la ville de Kinshasa contre eux. À quelques jours de la fin du moratoire leur accordé pour s'octroyer des plaques d'immatriculation et des casques, ils soulèvent la question d'hygiène. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir encore une fois. Bienvenue. Et si vous voulez faire des provisions en surgelé, attention, des délestages importants sont annoncés à partir de ce vendredi et cela va durer 2 semaines. La SNEL va lancer depuis Inga des travaux de remplacement des panneaux des grilles usées. Nous y reviendrons dans ce journal. Les installations de la MONUSCO sont sous protection de l'armée congolaise et de la police à Goma. La vie a repris timidement, les commerces et les banques ont fonctionné aujourd'hui. Le centre Birere retrouve progressivement son ambiance quotidienne. Correspondance de Tout Vert. Prise progressive des activités socio-économiques à Goma le mercredi 27 juillet 2022. Le secteur des transports en commun a été actif. Certains magasins ont ouvert les portes. Les banques ont servi les clients pour ne citer que cela. Le centre commercial dit Birere a repris timidement son ambiance. La police et l'armée ont été déployés pour sécuriser les grands axes ainsi que les bases de la mission des Nations Unies pour la stabilité du Congo MONUSCO. Les forces de l'ordre ont dispersé certaines tentatives de manifestations et garanti le travail à ceux qui ont repris leurs activités. Certains conducteurs taxis estiment que le gouvernement devra poursuivre la procédure du retrait de la mission des Nations Unies pour la stabilité au Congo MONUSCO. Nous conducteurs, lors des manifestations contre la MONUSCO, on a été sérieusement empêchés hier de nous livrer à nos occupations traditionnelles. Aujourd'hui, grâce à l'armée et à la police, nous avons constaté que les manifestants ne s'en prennent. En fait, la finalité des actions entreprises par la population n'est pas l'affaire de nous simples exploitants des taxis. Nous attendons voir le cours des événements. La circulation sur l'axe est-ouest a été intense, mais au nord de la ville, certains manifestants ont empêché celle-ci, notamment à Majengo, Virunga et Murara. Des morts à Goma, les résultats des enquêtes en cours doivent établir les responsabilités. Hier, sur nos antennes, le porte-parole du gouvernement a exprimé sa compassion aux victimes congolaises et des casques bleus. On écoute Patrick Mouyaya Katembwe. Nous sommes venus ce soir pour faire le point des situations malheureuses que nous avions connues hier à Goma et aujourd'hui à Goma et à Butembo. Je rappelle et je réitère l'appel au calme qui a été lancé par le gouvernement parce que nous pensons que la violence n'est pas la réponse. Nous avons tenu aussi à exprimer notre solidarité, notre compassion pour les victimes congolaises qui sont décédées malheureusement durant ces événements, mais aussi pour les trois casques bleus qui ont perdu la vie aujourd'hui. Nous allons continuer le travail de la sensibilisation, mais aussi le travail d'enquête et de justice, parce que la lumière doit être faite sur ces événements. Je dois aussi rappeler qu'il y a eu beaucoup d'interpellations dans la vague de ces mouvements. Ceux qui seront désignés comme responsables ou coupables des actes de vandalisme devront aussi, à leur niveau, répondre de leurs actes. Je vous remercie, mesdames et messieurs de la presse, d'être toujours mobilisés. Nous aurons sûrement un autre exercice bientôt, mais il faut considérer que dans ce qui arrive, vous avez aussi votre part de responsabilité. Nous sommes déjà dans un plan de retrait avec la MONUSCO. Nous avons déjà exprimé nos frustrations et vous avez vu les conséquences que peuvent avoir les paroles publiques, de part et d'autre d'ailleurs, parce que c'est une affaire de parole qui a déclenché ce à quoi nous avons assisté ces derniers jours. Il est important que vous en teniez compte dans le travail que vous faites
pour être sûr que nous tous, nous travaillons à ne pas compliquer ce qui est déjà compliqué et à travailler pour le retour rapide de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. La MONUSCO fait profil bas. La mission s'incline devant les faiblesses qu'on lui reconnaît. Devant la presse hier, le numéro 2 de la mission onusienne l'a avoué. Seulement, ils n'ont aucun autre plan que la stabilité dans l'Est de la RDC. Nous n'avons aucun autre agenda ici en RDC que d'accompagner les autorités, que de soutenir les efforts du gouvernement à éradiquer les groupes armés. Aujourd'hui, notre souhait le plus ardent, c'est de voir l'Est stabilisé pour que les populations puissent vaquer tranquillement à leurs occupations. C'est une région extrêmement riche d'opportunités et je crois que nous sommes à vos côtés et nous nous inclinons vraiment avec humilité sur les manquements, les faiblesses que nous pourrions avoir. Nous sommes dans une œuvre humaine et toute une œuvre humaine a ses défaillances, mais nous vous promettons que nous ferons de notre mieux dans la limite de nos moyens. Autre chose, les archives de l'administration de l'économie ont été réduites en cendres lors de l'incendie de l'immeuble de l'Ex-Onatra. Arrivé sur le lieu, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a annoncé que de manière urgente, les locaux seront réhabilités avant une solution définitive de trouver un bâtiment autonome. Nadine Kilocho. Après avoir reçu en audience le secrétaire général à l'économie en rapport avec l'incendie survenu au bâtiment de l'Onatra où est installé le siège du secrétariat général à l'économie, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou s'est rendu sur place pour appréhender et évaluer le niveau des dégâts occasionnés par l'incendie survenu dans la nuit du dimanche à lundi 25 juillet. Venu d'abord pour réconforter et exprimer au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, toute notre solidarité et notre compassion à l'endroit des agents et fonctionnaires de l'administration de l'économie. Ce qui s'est passé ici est un drame terrible qui mérite d'être bien géré par le gouvernement de la République. Sur place, la police scientifique et la police nationale ont lancé les enquêtes pour dénicher les raisons à la base de cet incendie. Le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a annoncé la prise en charge de ces dossiers au plus haut niveau pour prendre les directives en vue de la réhabilitation du siège du secrétariat général du ministère de l'économie. J'ai clairement indiqué que toutes les dispositions évidemment seront prises pour leur relogement. D'abord des dispositions certainement transitoires, rapide. Ensuite, des dispositions pour examiner la possibilité de doter une fois pour toutes cette administration d'un immeuble autonome. Toutes les dispositions seront prises pour la réhabilitation de l'immeuble. Sous le leadership du chef de l'État, le gouvernement a démontré son engagement à réhabiliter dans un bref délai le siège du secrétariat général à l'économie avec la visite du VPM de la fonction publique. En attendant, les enquêtes se poursuivent. Des questions qui submergent après le drame à la SCPT. L'Ex-Onatra ne dispose d'aucun véhicule anti-incendie. Comment comprendre cet état de choses? La question a été évoquée au cours d'un échange entre la ministre d'État au portefeuille et la délégation syndicale. Angèle Mabiala-Land. 48 heures après que le bâtiment abritant le siège social de la Société commerciale de transport et de port soit ravagé par un incendie d'origine inconnue jusqu'à ce jour, la ministre d'État en charge du portefeuille, qui était aux côtés des agents et cadres de cette entreprise du portefeuille, le lundi à 5h11 déjà, a convoqué la délégation syndicale pour avoir l'éclairage sur ces différentes sorties médiatiques et faire l'évaluation de la situation qui y prévaut. À en croire le président de la délégation syndicale, il est inconcevable que l'entreprise qui avait jadis 6 camions anti-incendie et une direction des sapeurs-pompiers ne dispose à ce jour d'aucun véhicule et la direction générale ne s'en préoccupe pas. Autre point évoqué, la question de 207 millions de dollars américains. Pendant qu'ils accusent 2 mois d'arriérés, soit juin et juillet, les travailleurs dans l'ensemble n'ont espoir qu'en cette enveloppe pour survivre. Les retraités menaceraient même de faire un sitting pour réclamer leurs droits. Le numéro 1 du portefeuille a éclairé la lanterne quant aux dispositions prises pour ceux qui ont rendu de loyaux services à la nation et une sortie honorable. De 1000 km, vous venez d'effectuer 997
km et qu'il vous reste 3 km. La banque vraiment a déjà épousé toute la procédure. C'est juste maintenant que mon collègue des finances signe les documents et le processus sera déclenché. Après ces explications de la représentante de l'actionnaire unique, la délégation syndicale a pris l'engagement d'œuvrer pour maintenir la paix sociale tout en renonçant au sitting. Et la princesse Adèle Kainda Maïna a renchéri: je compatis au malheur qui vous est arrivé des suites de l'incendie. Je sais que les dégâts sont incalculables. Nous allons prendre des mesures pour que pareil désastre ne se répète plus. Au contact des flammes, une bouteille de gaz a été propulsée dans un immeuble à Kinshasa. Le feu a brûlé des appartements et fait plusieurs blessés. Tout est arrivé au moment du déchargement des bouteilles de gaz. Récit Georges Frédéric Dibou. Plusieurs personnes brûlaient, de maisons incendiées et d'autres endommagées sous des chocs avec des dégâts matériels importants, des murs écoulés ainsi qu'un camion brûlé. C'est le bilan de l'incendie provoqué par des bouteilles de gaz dont l'une a connu une fuite. Nous sommes là sur l'avenue Fayala au quartier Mombélé dans la commune de Limete. C'est vers 6 h du matin de ce mercredi 27 juillet 2022. C'est un camion de livraison transportant des bouteilles de gaz qui a rencontré un pousse-pousse avec à son bord une braisière allumée, des marmites, des assiettes et de la nourriture tirée par une femme vendeuse dans un restaurant de fortune, communément appelé Malewa, à destination de son lieu de négoce, dont la fuite du gaz a provoqué cet incendie. La fuite de la bombe de gaz s'est vite échappée vers la braisière allumée et a provoqué un lâchement de feu comme une sorte de bombe qui a causé ces dégâts collatéraux. Informés de la situation, les sapeurs-pompiers sont vite venus pour contenir le feu et faire les constats. Le propriétaire de ce bombe de gaz a pris la poudre de scampette et sa source d'approvisionnement reste jusque-là inconnue. Dans le cadre d'un usage domestique, la bouteille de gaz à Kinshasa est plus utilisée pour des installations de chauffage ou des cuissons. En médecine, le supplément d'oxygène est la première étape essentielle de traitement de cas graves de la Covid-19. Une bouteille de gaz est un récipient cylindrique en métal ou en matériaux composites conçu pour contenir du gaz sous pression comme du butane ou du propane. L'ivresse, le non-respect du code de la route, des griefs retenus à charge des conducteurs de taxi-moto à Kinshasa. Après les derniers incidents, le numéro 1 de la police a convoqué leurs responsables. Des mesures vont être annoncées, indique Silvano Kassongo. Edith Chalakatala. Est-ce que bien? Comment ça? Depuis un certain temps, le banditisme bat son plein chez les motocyclistes. Ils s'arrogent au mépris de la loi le droit de se faire justice. Ils brûlent même les véhicules des particuliers. Cette situation a irrité plus d'un Quinois. Le commandant de la ville, le général Silvano Kassongo, est monté au créneau. Devant les responsables des associations de motocyclistes, le général a mis en garde contre tout dérapage et a appelé à plus de discipline. C'était de mon devoir de tenir une réunion avec le président. On a échangé sur beaucoup de points. On a parlé des problèmes d'indiscipline, de mauvais comportement des héros en général, c'est-à-dire que les héros ne respectent pas la loi, ils se rendent justice eux-mêmes, ils ne respectent pas les codes de la route, ils s'habillent très mal, l'appartement n'est pas bon. Les problèmes d'ivresse publique, les problèmes d'excès de vitesse, on a déploré beaucoup de conneries numériques, beaucoup de conneries échangées. Et on a sollicité les présidents pour qu'ils fassent des réunions avec leurs corporations respectives afin que tout le monde puisse respecter la loi. D'ici là, il y aura des actions que la police va mener. C'était avec moi. Parce que nous, souvent, avant de passer à l'action, c'est la police de proximité. Nous donnons des conseils et puis nous passons à l'action. La loi doit tout simplement sévir pour que l'ordre et la discipline règnent.
Le moratoire accordé aux conducteurs de taxi-moto court jusqu'au 10 août prochain. Interrogés sur les nouvelles mesures prises par la ville de Kinshasa, les Wewa, connus à Kinshasa, demandent d'être formés avant tout contrôle au sujet du port des casques. Ils soulèvent la question des maladies contagieuses. Iverson Kabwaba les a rencontrés. Chaque motocycliste circulant sur les artères de Kinshasa devra désormais se munir d'une plaque d'immatriculation et de 2 casques. Le moratoire de l'hôtel de ville expire dans 4 jours. Ces mesures qui sont d'une importance capitale permettent l'identification de chaque conducteur de moto et réduire les risques d'accident. Certains motocyclistes estiment qu'une approche pédagogique doit précéder toute décision. Nous saluons l'idée de payer le casque et les plaques. Ce n'est pas une mauvaise décision. Mais ce qui reste à savoir que nous regrettons un peu parce que les autorités de la ville-province de Kinshasa prennent rapidement les décisions, mais ils ne prennent pas le temps d'éduquer, de former, parce qu'on peut venir juger quelqu'un qu'on a enseigné, quelqu'un qu'on a éduqué. Je ne vois dans aucune loi organique, ni dans notre constitution, là où c'est prévu qu'un policier demande une amende de 120 000 francs, de 200 000 francs. Je ne sais pas comment un personnel de moto peut travailler et d'ailleurs travailler pendant une semaine. On ne trouve pas même pas 200 000 francs. Pour lutter contre les bandits, les délinquants qui brûlent les véhicules des particuliers, l'État est dans l'obligation de protéger la population par l'application stricte de la loi. C'est le gouverneur. Nous sommes d'accord avec les mesures prises par les autorités de la ville, mais les mesures telles que le port des casques par les passagers, un seul casque pour tous les passagers, alors le gouverneur n'a pas tenu compte des maladies telles que le coronavirus, car c'est le même casque que les clients s'échangeront. Mais il y a 3 casques. L'ordre public doit être observé en toutes circonstances et la police est appelée à plus de vigilance et d'éviter l'arbitraire en l'endroit des usagers de la chaussée. À l'étranger, les travaux de la 41e session de l'Assemblée générale de Shelter Afrique se tiennent au Zimbabwe. Le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Pius Mwabilu, porte la voix de la RDC à ces travaux. Le gouvernement congolais affiche sans faille sa détermination de voir être appliqués tous les différents accords signés entre la RDC et Shelter Afrique, institution panafricaine, appuyant exclusivement la promotion de l'habitat et l'immobilier en Afrique. Le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Pius Mwabilu, arrivé ce jour dans la ville de Victoria Falls, en République du Zimbabwe, est venu non seulement faire le suivi de ces différents accords, mais aussi et surtout participer aux assises de la 41e session de l'Assemblée générale de Shelter Afrique, aux côtés de ses homologues des autres pays africains. En juin de l'année dernière, Shelter Afrique avait pris des engagements qui ne sont pas encore concrétisés jusqu'à présent, parce qu'il y avait ce flottement à la tête de l'institution. Nous espérons que ces engagements seront respectés. Il s'agit notamment de l'installation du bureau sous-régional de Shelter Afrique à Kinshasa. Il s'agit également de ce crédit hypothécaire qui nous avait été promis et de l'accompagnement de Shelter Afrique dans la dédensification de la ville de Goma. Donc voilà un peu en gros, succinctement, ce que nous venons faire ici. Changement climatique et environnement bâti, c'est le principal thème de cette session de l'Assemblée générale qui va se clôturer le 30 juillet prochain. Les activités économiques en RDC ont reçu un sacré coup suite à la guerre en Ukraine. Ajoutez à cela la résurgence de l'insécurité. L'Assemblée générale de la FEC a peint un tableau qui représente clairement cet impact négatif. Albert Youma a également dressé les perspectives. Cédric Keninambo. L'année 2021 a connu peu d'activités pour les organes de la FEC avec la persistance de la pandémie de Covid-19. Le conseil d'administration a tenu 2 réunions et les comités de direction en a tenu 6 seulement, au cours desquelles les matières liées aux fonctions consulaires et syndicales ont été traitées. Les membres de ces organes ont également participé aux différentes activités de la FEC, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Les commissions nationales et comités professionnels ont fonctionné en organisant ou participant aux différentes activités, que ce soit
dans les volets consulaires tout comme les volets syndicaux. Et en guise de recommandations, compte tenu du caractère moins résilient de l'économie congolaise et sa fragilité face aux chocs endogènes et exogènes, le gouvernement est appelé à tenir compte des axes et éléments suivants. L'assainissement du système fiscal pour le rendre lisible et cohérent, la poursuite des efforts pour l'amélioration du climat des affaires, la réalisation des promesses maintes fois différées de la transformation et la valorisation locale des ressources naturelles. En ce qui concerne l'avenir de l'AFEC, la matérialisation effective du projet Renaissance, qui dans sa mise en œuvre bénéficie déjà d'un appui financier et technique du PNUD, devra permettre de transformer la fédération en profondeur, aussi bien dans sa gouvernance que dans son organisation interne, en vue de permettre à la fédération de contribuer à la définition des politiques publiques. Ainsi, l'AFEC deviendra, en tout cas c'est notre souhait, une véritable force de proposition dans les débats liés aux enjeux socio-économiques auxquels le pays fait face. Avec le projet Renaissance, l'AFEC ambitionne d'être un acteur clé et un partenaire de premier ordre des pouvoirs publics dans la mise en œuvre de l'agenda national de développement et de devenir une force de proposition et un vivier porteur de projets structurants et innovants qui seront développés par les entreprises pour l'émergence de la RDC. En tous les cas, c'est notre vœu et c'est la main tendue vers le gouvernement. Du matériel informatique pour équiper différents services impliqués dans l'encadrement des petites et moyennes entreprises congolaises, un programme du gouvernement en collaboration avec la Banque mondiale à travers le programme PADEM-PME. Mireille Ndeke Silouvundi. Ces dons des équipements et matériel informatique pour le renforcement de capacités des structures publiques et privées impliquées dans l'encadrement de PME prouve à suffisance non seulement la détermination du gouvernement à travers le ministère de l'entrepreneuriat dans la promotion de PME, mais également sa volonté d'améliorer la performance de ses services et de ses partenaires dans l'encadrement de PME. Du point de vue du gouvernement, il ne s'agit pas seulement d'une activité à inscrire dans le présent, mais ses effets sont voulus transcendants pour aider à pérenniser et consolider les efforts de structuration du secteur des PME en République démocratique du Congo. Et même entre entités du secteur, nous savons que dans le programme national de développement de l'entrepreneuriat CONADEC, la capacitation fait partie des axes prioritaires qui doivent être renforcés pour assurer la réussite de la politique nationale en la matière. L'octroi de ces équipements est le résultat issu des différentes rencontres initiées par le PADEM-PME avec les parties prenantes pour identifier leurs besoins institutionnels. L'appui du PADEM-PME au MPME, micro-petite moyenne entreprise, couvre d'une part l'assistance technique sous forme d'accompagnement technique, de coaching et de mentorat, et d'autre part l'assistance financière sous forme de subventions financières ou en nature. L'effort d'assistance en équipement va se poursuivre dans toutes les villes ciblées du projet. Dans cet échantillon des bénéficiaires, on retrouve les secrétariats généraux des PME du genre, l'AFEC, l'ANADEC, la COPEMECO et la CNFE, dont les représentants ont réitéré leurs remerciements au gouvernement à travers le PADEM-PME pour des efforts consentis dans l'encadrement et l'accompagnement des micro, petites et moyennes entreprises. Le directeur de cabinet en l'entrepreneuriat, Justin Mangala, représentant du ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, a exhorté les bénéficiaires à un usage rationnel. Des graves perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique sont annoncées dans les heures qui viennent. À partir de ce vendredi, la SNEL lance les travaux de remplacement des grilles usées depuis Inga. Quelques délestages de 22h à 8h du matin. Yvette Makontima, Cédric Keninambo et Dichala. Malgré la baisse du niveau des eaux du fleuve Congo à la hauteur d'Inga, 6 machines sur 8 de la centrale hydroélectrique tournent en plein régime avec une puissance de 900 MW. 2 groupes sont retirés du réseau en attendant la réhabilitation. Les déchets non dégradables déversés sur le fleuve arrivent au bassin des mises en charge de la centrale hydroélectrique d'Inga 2 avec possibilité d'être sucés par les turbines
et un grand risque d'encrassement des circuits de réfrigération des groupes. Pour ce faire, la SNEL SA a placé des grilles pour éviter l'intrusion ou la pénétration des dits déchets dans des conduits hydrauliques. Il y aura un travail qui va se faire à Inga 2. Comme je l'ai dit, l'eau du fleuve Congo charrie beaucoup de détritus, beaucoup de déchets qui nous arrivent ici à Inga. Et pour que ces déchets n'arrivent pas au niveau de la machine, on a mis des grilles en amont, à l'entrée d'eau des machines. Et ces grilles empêchent que ces détritus n'arrivent au niveau du groupe. Nous allons démonter et remplacer par de nouvelles grilles. Dans le cadre du programme de maintenance de ces équipements, la SNEL SA va arrêter pendant 2 semaines le groupe numéro 8 de la centrale hydroélectrique d'Inga 2 pour le remplacement du panneau des grilles usées. Et ces travaux vont entraîner à coup sûr des perturbations dans la fourniture en énergie électrique. On va diminuer légèrement la production et donc il y aura un petit délestage au niveau de Kinshasa. Et pour ne pas déranger la clientèle, ces travaux vont se faire de 22h à 8h. Profitant de son passage sur les sites d'Inga, Samuel Kayakinzonzi, président de la délégation syndicale nationale de la SNEL SA, a visité la prise d'eau pour se rendre compte de l'étiage du fleuve Congo. De soins de santé de qualité et à proximité pour les Quinois, une polyclinique moderne offre ses services à la population. Elle a ouvert ses portes au quartier Masangambila, c'est dans la commune de Mongafula. Emmanuela, commissaire. Spacieuse et bien équipée, cette nouvelle unité de soins médicaux va désormais accueillir les patients quinois, particulièrement ceux de la commune de Mongafula et ses environs. Cette polyclinique moderne a ouvert ses portes en présence du représentant de la ministre provinciale en charge de la santé et hygiène, de sa promotrice Dr Biamda Kembilidi, du chef des zones de Mongafula 1 et d'autres personnalités administratives. Avec une grande capacité d'accueil, ce centre est équipé d'un laboratoire et d'une salle de chirurgie répondant aux normes en matière. La polyclinique Mankembi est disponible à accueillir tous les patients démunis, à en croire sa promotrice. Ici, dans cette zone, le niveau social de vie de la communauté est vraiment basse. Dans cette polyclinique, nous avons la médecine générale. Et dans la médecine générale, nous avons aussi la médecine interne. Nous avons d'autres spécialités de la médecine interne, la néphrologie, la cardiologie, la gastroentérologie et autres. Nous avons aussi la pédiatrie, la gynéco-obstétrique. Et nous avons aussi le service d'ophtalmologie, de dermatologie, d'ORL et la neurologie, la psychiatrie aussi. Donc il y aurait des consultants pour les autres spécialités. L'accès aux soins de santé de qualité est un droit pour tout citoyen. La polyclinique Mankembi, située dans la commune de Mongafula au quartier Masangambila, s'inscrit entièrement dans cette logique. Et la culture, pour terminer, 22e édition du FESNAC dans la province du Kwilu. Les autorités coutumières sont pour la paix dans l'est du pays. Pour preuve, elles ont planté un arbre à palabre au siège du FESNAC. L'arbre à palabre planté au siège du Festival national de Gungu, procédé de la sagesse africaine pour résoudre les conflits communautaires et la symbolique des chefs traditionnels gardiens du temple pour faire les plaidoyers et exiger la fin de la guerre que nous impose l'agresseur rwandais en vue du rétablissement de la paix définitive en RDC, tout en demandant au Rwanda de choisir la voie de la raison et pacifique dont les deux peuples ont besoin. Sinon, les ancêtres de la RDC s'occuperont de cette affaire. Rites traditionnels, chants, danses, scénettes, spectacles sportifs produits par une mosaïque de groupes folkloriques de l'ensemble de toutes les provinces de la RDC avec toute leur originalité et authenticité ancestrale. Exposition des articles divers traditionnels ont amplifié les degrés de ces concerts traditionnels. Pour le président du conseil d'administration de la RTNC, Zéphiri Mamoko, le festival de Gungu mérite l'accompagnement de la RDC pour la promotion de son imaginaire. C'est notre rôle de vulgariser les activités culturelles, de répandre l'imaginaire riche et varié du peuple congolais. Nous sommes depuis une décennie partenaires du festival. Le festival de Gungu est un des fleurons de la culture congolaise. Nous nous devons de l'accompagner, d'assurer sa visibilité. Satisfaction des notables et l'ensemble de la population de Gungu. Depuis le début, aujourd'hui nous sommes à la
22e édition, j'ai toujours participé en tant qu'acteur principal de ce festival. Depuis 1986, est venu aujourd'hui le Festival national de Gungu sous le haut patronage du président de la République. En tant que société civile, nous ne cachons pas nos sincères remerciements au chef de l'État, puisque la 22e édition du Festival national de Gungu, c'est un succès. La culture, n'ayant pas de couleur ou une appartenance politique quelconque, le Festival national de Gungu, seul instrument qui porte au loin la musique traditionnelle congolaise et tient toujours fort, les FESNAG donc méritent le soutien de tous les Congolais et du gouvernement en vue de pérenniser ces activités. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Retrouvez demain à 20h Sandra Nyangitabou. Restez avec nous.